Bernard Sananès, bonjour. Bonjour. Le gouvernement a annoncé hier une nouvelle série de mesures, un durcissement des contraintes sanitaires. Ça répond à une vraie inquiétude que vous mesurez des Français face à cette cinquième vague de Covid? Oui, l'inquiétude est repartie à la hausse et on voit bien qu'il y a également dans l'opinion une forme de lassitude par rapport à la longueur de la crise sanitaire. Donc c'est un moment compliqué pour le gouvernement parce qu'il va falloir à la fois rassurer et en même temps convaincre, notamment convaincre de l'efficacité, de l'utilité de la troisième dose et de mesures qui, sans être contraignantes, évidemment font craindre aux Français le retour de mesures plus difficiles à accepter. Globalement, pour le moment, les personnes que vous interrogez donnent toujours quitus à l'exécutif de sa gestion de la pandémie? Oui, j'allais dire que pour l'instant, effectivement, après des débuts extrêmement difficiles, l'exécutif est plutôt crédité d'une gestion de la crise au sens large et notamment d'ailleurs de la crise économique, du volet économique de la crise plutôt positif. Il y a le sentiment, dans une bonne partie de l'opinion, pas unanime, que finalement il n'y a pas d'alternative à ce qui aurait été fait par Emmanuel Macron, ni dans la situation d'autres pays voisins de la France ou pays plus lointains, mais qui ont été aussi exposés à la crise Covid, ni dans ce que propose l'opposition. Et ça, c'est bien sûr un atout pour l'exécutif. Maintenant, si la crise dure, ce sentiment de confiance qui reste quand même relatif, hein, il est minoritaire. Moins d'un Français sur deux font confiance à l'exécutif pour gérer la crise sanitaire, mais c'est plus que la confiance accordée en l'exécutif traditionnellement. Est-ce que les Français sont encore prêts à faire eux-mêmes des efforts pour lutter contre le virus? Beaucoup reconnaissent dans votre dernière étude sur le sujet pour BFM TV et l'Express que finalement ils ne respectent que partiellement les gestes barrières. Oui, c'est vrai que tout le monde a connu cette tentation de relâchement, mais face à l'inquiétude, c'est toujours l'inquiétude, c'est toujours la peur qui a motivé l'adoption des gestes barrières et également la peur qui a motivé l'adhésion à la vaccination en grande partie. Donc je pense que face à l'inquiétude qui remonte, vous l'avez dit, et qui remonte très fortement, face à la médiatisation, on voit bien que là, les principaux médias font du Covid à nouveau leur une. On peut penser que les gestes barrières vont reprendre et vont revenir dans le quotidien des Français, même si, encore une fois, cette lassitude est également marquante dans l'opinion. Dans cette étude qui a été réalisée quelques jours avant l'intervention d'Olivier Véran, hein, ceux qui sont vaccinés sont largement d'accord avec l'idée de confiner les non-vaccinés. Il y a quoi? Il y a une lassitude, une impatience, une colère de cette majorité vaccinée envers cette petite minorité? Je ne dirais pas une colère, mais il y a effectivement le sentiment que tout le monde doit faire des efforts et pas seulement une partie de la population. Et ça fait écho à une tendance que l'on observe dans la société, ce qu'on a montré dans notre baromètre des territoires, c'est cette adhésion à la valeur respect qui s'impose dans la société française avant même les trois piliers de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Le respect est une valeur consensuelle. Et donc, même quand on est réticent par rapport, par exemple, à la vaccination, par rapport au pass sanitaire, on considère en majorité que cette mesure doit être appliquée et qu'elle doit être appliquée par tous pour être efficace. Est-ce qu'il y a un risque d'une forme de rupture entre ces 10% de Français qui ne sont pas vaccinés et la grande majorité de la population? Oui, d'autant que derrière les 10% non vaccinés ou derrière les 90% vaccinés, les chiffres montrent une autre césure dont on parle assez peu. Il y a 2 tiers des personnes qui disent s'être fait vacciner par conviction et 1 tiers qui se sont fait vacciner par contrainte. Ce tiers qui s'est fait vacciner par contrainte, il partage grandement les opinions de ceux qui sont opposés à la vaccination, opposés au pass sanitaire. Donc oui, l'adhésion à la vaccination, elle est majoritaire, l'adhésion au pass sanitaire est majoritaire. Mais c'est une vraie ligne de fracture. Mais c'est une opposition à 30% dans la société. Ce n'est pas une minorité de 4 ou 5%, c'est extrêmement différent. Le pouvoir d'achat est de loin le thème qui sera le plus déterminant pour le vote des Français à la présidentielle, c'est ce qu'ils vous disent. La santé arrive en numéro 2 en ce moment, il y a une nette remontée. Est-ce que ça va osciller comme ça au gré des vagues de Covid jusqu'à l'échéance présidentielle? Alors d'abord, c'est vrai que cette question sur les déterminants du vote, traditionnellement, elle est toujours très liée à l'actualité. Depuis l'été et particulièrement depuis septembre, vous avez raison de souligner que le point marquant, c'est le grand retour du pouvoir d'achat en tête des priorités. C'est bien sûr lié à la question de la hausse des dépenses d'énergie, des matières premières, les Français le ressentent. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette préoccupation du pouvoir d'achat, elle est installée dans toutes les catégories sociodémographiques comme la première des priorités. Derrière, il y a la santé, derrière, il y a
les questions régaliennes de sécurité et d'immigration. Mais en revanche, quand on regarde par proximité partisane, là, la hiérarchie des thèmes bascule, change beaucoup en fonction, par exemple, des électeurs de gauche qui vont mettre beaucoup plus l'environnement, les inégalités sociales comme déterminant, les électeurs de la droite, voire de la droite, qui vont mettre, eux, l'immigration et la sécurité. Donc, ce sera compliqué aussi pour les candidats. Le pouvoir d'achat, c'est une sorte de dénominateur commun ou pas En du tout tout cas, entre oui, ces catégories c'est une préoccupation et un déterminant qui rassemble, mais ce sera quand même compliqué d'avoir un thème fédérateur pour les candidats, un thème qui permette de parler tout au long de la campagne à tous les électeurs. Pour finir sur la pandémie de Covid, si la situation sanitaire devait rester dégradée à l'approche de l'échéance présidentielle, une campagne sans meeting, sans distribution de tracts, est-ce que ça serait entre guillemets complet démocratiquement? Ce serait d'abord un phénomène exceptionnel que nous n'avons jamais connu, dont on ne peut pas mesurer aujourd'hui les conséquences, alors que pourtant la sacralisation de la fonction présidentielle demeure en France. On a près de 8 Français sur 10 qui considèrent que voter à l'élection présidentielle, ça fait changer, ça peut faire changer les choses. Donc même si on a de la distance vis-à-vis des personnalités politiques et de la politique en général, on considère que l'élection présidentielle reste centrale dans notre pays. Donc oui, s'il n'y avait pas de campagne, d'abord ça aurait vraisemblablement des effets sur la participation et deuxièmement, en tant que citoyen, j'allais dire, on ne pourrait pas s'en féliciter sur un plan démocratique. Le thème de l'immigration est omniprésent, alors dans le discours de Marine Le Pen, dans celui d'Éric Zemmour ou dans les débats des Républicains en ce moment. Pourtant, ce n'est que le 4e critère de vote des sondés. Dans votre récent baromètre des territoires dont vous parliez pour l'Institut Montaigne, 60 à 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés dans le pays, mais seulement 21% qu'il y a trop d'immigrés là où ils vivent. Est-ce que c'est un paradoxe ? En tout cas, c'est effectivement un point de vue différent. Et pour revenir d'abord sur la première partie de votre question, si l'immigration arrive en 4e position, elle est la première dans les déterminants du vote des électeurs de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. De Marine Le Pen, c'est l'immigration est juste derrière le pouvoir d'achat et elle est très élevée à droite. Donc on voit bien que là, dans cet électorat-là, c'est central. La deuxième, effectivement, pour revenir sur votre deuxième point, c'est très frappant de voir ce décalage entre une situation qui est extrêmement tendue sur le plan national et une situation vue des territoires qui est, je ne vais pas dire plus apaisée, mais en tout cas qui est plus marquée dans certains territoires. Il y a incontestablement là-dessus un effet de halo qui fait que le débat public exacerbe un sentiment qui, dans son quotidien, localement, je ne vais pas dire n'est pas présent, ce n'est pas vrai, il est présent, il est particulièrement présent par exemple dans les grandes agglomérations, dans les régions comme Île-de-France, comme PACA, comme d'autres, mais il n'est pas omniprésent, alors que le sujet du pouvoir d'achat, il pèse évidemment sur le quotidien des Français et d'une grande partie des Français. Votre dernier sondage Elab, BFM TV, l'Express, cette semaine sur les intentions de vote à la présidentielle, confirme la première place d'Emmanuel Macron. En revanche, Marine Le Pen retrouve assez nettement sa deuxième place devant Éric Zemmour qui recule. Deux de ces trois personnalités, Macron, Zemmour, ne sont pas encore lancés dans la course à la présidentielle. Est-ce qu'en tant que telle, leur déclaration de candidature est susceptible de faire bouger ces chiffres ? Bien, en tout cas, il y a maintenant pour Éric Zemmour un enjeu de cette annonce probable de candidature, c'est de retrouver une dynamique. Éric Zemmour, il a connu de septembre à début novembre une progression que l'on n'avait jamais enregistrée. Il est passé de 5 à 15%, parfois plus dans d'autres instituts. Et c'est vrai que là, il y a eu d'abord un coup d'arrêt et cette semaine, nous enregistrons, comme d'autres de nos confrères, un recul. Donc pour lui, l'enjeu de cette campagne, il pensait avoir atteint déjà une dynamique très forte pour continuer à progresser avec cette annonce de candidature. Là, il faut retrouver une dynamique qui s'est notamment interrompue parce que Marine Le Pen a retrouvé, j'allais dire, des forces, notamment dans son électorat. On voit bien là que cette semaine, la bascule se fait entre des électeurs qui, les semaines précédentes, des électeurs venus du Rassemblement national qui a été saisis par le doute, qui disaient qui rentrent au bercail et surtout qui recommencent à croire aux chances de Marine Le Pen. Là-dessus, les tests sur le second tour, c'est évidemment très lointain, mais qui peuvent redonner une dynamique et une perspective à Marine Le Pen, sont évidemment un atout pour celle qui a été la présidente du Rassemblement national. Alors justement, néanmoins, en cas de duel Le Pen-Macron au deuxième tour, le président sortant est toujours pas menacé pour le moment. 55-45, c'est un score qui est le plus serré. Beaucoup plus serré que ce qu'on a connu en 2017 en tout cas. Et que ce que l'on mesurait. Et quelque part, la candidature d'Éric Zemmour peut aussi servir de réservoir de voix
pour créer une addition, une dynamique de l'entre-deux tours que Marine Le Pen n'avait pas connue en 2017. Du côté de la droite, on explique souvent que le candidat qui sera issu du congrès LR début décembre est le seul à pouvoir battre Macron au deuxième tour. Encore faut-il qu'il se qualifie. Pour le moment, ça reste très hypothétique. Pour le moment, ce que l'on observe, c'est que contrairement à ce que l'on avait connu en 2016, la primaire ou le congrès de la droite ne crée pas de dynamique pour aucun de ces candidats. Aucun candidat n'a passé 15% depuis septembre dans les différents sondages que nous réalisons. Donc cette perspective, cette promesse que le candidat de droite peut porter, même quand Xavier Bertrand fait légèrement mieux que ses concurrents, elle semble encore difficile à atteindre. Alors est-ce que une fois que le candidat de droite sera désigné, cela pourra créer une dynamique? Est-ce qu'un effritement d'Éric Zemmour pourrait faire que, là aussi, des électeurs de droite tentés par Éric Zemmour retournent au bercail? C'est possible. Pour l'instant, en tout cas, pas de dynamique à droite. C'est ça le premier enseignement de la campagne LR. À gauche, pour le coup, tous les postulants sont connus. Ce qui est frappant, c'est la stabilité des scores des uns et des autres. Personne ne décolle. Est-ce que ça deviendra critique? Quand est-ce que ça deviendra critique pour Hidalgo, pour Jadot, pour Mélenchon? Il y a deux choses qui sont frappantes. Un, vous l'avez dit, c'est l'atomisation. Et deux, c'est l'absence de leadership dans les intentions de vote, qui a été différent en 2017, mais rappelons-le, qui s'est fait tardivement. C'est après la primaire socialiste que Jean-Luc Mélenchon finalement décolle. Ce n'était pas le cas non plus à ce moment-là, même si Jean-Luc Mélenchon était à un niveau plus haut qu'aujourd'hui. Et le premier point, c'est l'atomisation. Finalement, la gauche est créditée d'à peu près le score qu'elle a obtenu en 2017, autour de 25% des voix quand on totalise les 5 candidats, mais ils sont 5 à se partager un petit gâteau électoral de la gauche. Et là aussi, difficile de mobiliser avec un vrai risque. Si aucun des candidats ne se détache, si cette division continue, une partie de l'électorat de gauche pourrait se démobiliser au premier tour. Merci beaucoup Bernard Sananès. Merci.